Je vais avoir un propos préliminaire très bref. Cher Dominique, chers amis, mesdames, messieurs. Demander de parler de l'éthique dans un début de matinée, c'est en fait essayer de vous créer une inquiétude. Tout est rassurant dans la technique et tout est inquiétant dans l'humain. Et donc l'éthique, qui vous le savez, s'interroge alors que, par exemple, la religion révèle une vérité à ceux qui ont la foi, que la morale édicte des règles établies, l'éthique s'interroge. Cette interrogation, elle oblige à une situation de doute. Donc, puisque je m'interroge, je ne sais pas. Et si je doute, je dois avoir deux idées en tête. D'une part, que je dois m'imprégner de la diversité des opinions, des situations, et que je dois accepter la non-simplification et donc la complexité. L'humain est complexe. Complexe, ça veut dire, en médecine, plexus, ça veut dire que c'est enchevêtré. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une seule cause qui produit un seul effet, et qu'il y a une multitude de causes qui produisent une multitude d'effets. Et donc, si je traite qu'une cause, je n'aurai qu'un effet. Et je n'aurai pas la globalité et donc la complexité de la situation que j'aborde. Et puisque je suis dans ce doute et dans cette inquiétude, pourquoi y suis-je ? J'y suis parce que l'éthique, en fait, est ce doute qui est un conflit. Certains pensent que c'est le conflit de la morale contre la science. D'un côté, il y a la technique, et de l'autre côté, il y a les philosophes, les moralistes, les éthiciens. C'est joli, les ticiens. Voilà. En réalité, l'éthique n'est pas le conflit du bien contre le mal ou de la science contre la morale. Il n'est pas le conflit non plus du progrès contre l'obscurantisme. L'éthique, en réalité, est un conflit de valeurs. Il faut donc accepter que c'est un débat entre le bien et le bien. Dans toutes les mythologies, et en particulier dans la réflexion sur la création chrétienne de l'homme, il y a ce combat des anges. Puis il y en a un qui devient méchant, puis il y a l'autre qui est bon. Alors le méchant, il devient Satan, et l'autre, il va au paradis. Mais en réalité, imaginez que deux bons anges se battent entre eux. Un, par exemple, dit « Je suis la liberté ». Et la liberté en France, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent, qui sont morts pour ça, et que dans le monde encore, pour leur liberté, il y a des gens qui combattent. La liberté veut donc dire « Je suis une valeur », et en face, une autre valeur se dresse en disant « Je suis la vie humaine ». Est-ce que la liberté peut être en conflit avec la vie humaine ? Oui. Dans le malade qui, dans une extrême vulnérabilité, va venir dire « Je veux, docteur, que vous me donniez la mort », il y a bien ce conflit de valeurs entre l'autonomie de la personne, sa liberté, et en même temps, la volonté donc d'accéder à sa demande, et en même temps la réticence de protéger la vie humaine. Si j'observe ces deux valeurs, est-ce qu'elles sont immuables ou est-ce qu'elles sont contingentes ? Autrement dit, est-ce que je dis c'est intouchable ou est-ce que je dis ça dépend des circonstances ? Un jour, une femme, c'est un cas de jurisprudence, arrive aux urgences, elle a 30 ans et elle est en hémorragie grave et elle est témoin de Jéhovah. Et vous savez que les témoins de Jéhovah ne veulent pas se faire transfuser. Les médecins des urgences la transfusent. Elle fait un recours contre l'hôpital et contre les médecins et in fine, le Conseil d'État décide que les médecins ont raison. C'est réglé. Quand un malade ne veut pas, je peux passer outre pour lui sauver la vie. Et vous voyez donc que finalement, c'est la vie qui gagne sur la liberté. Et un jour, Benoît de Saint-Marc, qui était le président du Conseil d'État, à qui je pose la question, je dis, bon, donc c'est simple,
En urgence, la vie prime la liberté et en même temps, le médecin a le droit de sauver la vie contre la volonté du malade. Non. Non, dit-il. Si vous aviez eu affaire à un grand vieillard, à un stade ultime d'un cancer métastasé et qui vous refuse une transfusion et que vous le transfusiez contre son avis, le Conseil d'État aurait décidé contre vous parce que vous auriez ajouté une violence à la violence qu'il subissait d'être en fin de vie. Et vous voyez bien que, en fonction de la personne, en fonction des circonstances, la décision peut être diamétralement opposée dans le conflit de valeurs. Alors nous autres Français cartésiens, on n'aime pas trop dire que les choses changent avec les circonstances. Si vous lisez Sun Tzu, vous vous rendez compte très vite que, en fait, la sagesse chinoise dit que l'homme n'est ni courageux ni peureux. Il est, en fonction des circonstances, courageux ou peureux, et c'est le même homme. Et donc il dit, par exemple, lorsque vous assiégez une forteresse physique, mais les forteresses morales existent aussi dans notre pays et en éthique, eh bien il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis plus fort que l'autre ? Et quand vous êtes beaucoup plus fort que l'autre, il ne faut pas l'attaquer. Parce que comme il est dans la forteresse, il va se battre jusqu'au dernier souffle et jusqu'aux dernières gouttes de sang. Je vais le rendre courageux. Alors je retire mon armée et je le laisse partir. Et du combattant acharné, je le transforme en fuyard. Et là, je le rattrape et je l'extermine. C'est du Sun Tzu, hein, c'est pas dans la douceur quand même. Mais ça veut dire que les mêmes, lorsqu'ils étaient assiégés dans la forteresse, étaient prêts à vendre très chèrement leur peau et à être courageux jusqu'au bout, parce qu'ils n'avaient pas d'autre issue. Mais celui à qui on a donné une issue a ouvert finalement, dans une autre circonstance, sa vulnérabilité et donc sa fragilité. Si on part de cette idée que finalement les circonstances peuvent changer, que les personnes doivent changer notre attitude, alors nous voyons déjà que nous rentrons dans la complexité et donc dans la contingence de ces valeurs dont on avait l'impression au départ qu'elles étaient totalement immuables, mais dont on se rend compte qu'elles varient en fonction des situations. Lorsque Dominique Rimaud m'a demandé de vous parler, je me suis dit que peut-être, compte tenu du sujet de la technique, ce qui était intéressant, c'était de parler d'autonomie et de vulnérabilité. Là aussi, vous le comprenez bien, de temps en temps, l'autonomie et la vulnérabilité soit coïncident, soit s'affrontent. En même temps, je pense que vous voyez tous dans la vie quotidienne combien ces valeurs, au fond, d'autonomie, de volonté d'autonomie de la personne, de respect de son individualité, s'affrontent quelquefois avec des intérêts plus collectifs, plus solidaires. Il est assez classique que les maires disent la somme des intérêts individuels ne correspond pas à l'intérêt général. Encore faut-il définir quel est l'intérêt général et pour qui il s'adresse. Il s'adresse bien quand même aussi un peu pour les personnes humaines et pour les individus. Mais si vous regardez donc dans notre société, vous avez deux courants qui traversent notre société, qui traversent aussi nos cœurs et nos âmes en permanence. Le premier est un courant individualiste. C'est moi, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et ce courant-là est un courant qui est très moderne. Il apparaît, vous savez, il y a toujours un très bon reflet de la société moderne, si vous regardez les publicités. La publicité, elle vous dit qui nous sommes. En tout cas, comme eux pensent savoir qui nous sommes, et quelquefois ils le savent pas si mal que ça sur le plan sociologique, ils nous ciblent sur ce que nous sommes. Bien, vous avez des publicités qui disent c'est parce que je le vaux bien. Il y a d'autres publicités qui disent prends soin de toi, pas de l'autre, de toi. Et combien de fois vous avez des gens qui
dans la tourmente de la vie que nous vivons, disent j'avais besoin de m'occuper de moi. Comme si on avait l'impression que on se fait manger la vie, le temps, l'espace, par toute une série de choses qui ne nous concernent pas dans notre intimité, et comme si on voulait retrouver à la fois cette capacité à décider seul et cette intimité à le faire. Sur quelle valeur cela se base? Eh bien, ça se base sur une société qui prône la liberté. Regardez comment, sur le plan législatif aussi, nous sommes passés de lois collectives à des lois individuelles. Et combien, souvent, médiatiquement, on évoque le problème qui consiste à dire « mais il y a un vide juridique ». Il n'y a pas de vide juridique. Simplement, la loi ne s'adapte pas bien à monsieur un tel ou à madame un tel. Ou plutôt, elle ne s'adapte pas à sa volonté ou à ses désirs. Et finalement, il n'y a pas à en débattre sur l'opportunité ou pas, mais le fait de s'occuper des minorités sexuelles ou minorités visibles, veut bien dire qu'on cherche à répondre à chaque individu pour lui donner son épanouissement. Vous voyez bien que c'est une valeur. Et pourtant, Arendt stigmatise une société des individus dans laquelle le morcellement de la société ne serait fait que de volonté individuelle à la recherche immédiate d'un bonheur, plutôt d'un plaisir personnel. Si vous regardez l'autre valeur, c'est la valeur collective. Elle a pris un petit coup dans l'aile, la valeur collective, parce que les utopies politiques, les utopies philosophiques sont en grande partie tombées. Plus personne n'attend que le Messie revienne sur Terre, ou peu de monde, et personne n'attend le grand soir marxiste qui fasse le bonheur des individus. Le capitalisme sauvage a montré les limites aussi, a créé la croissance, le bonheur pour tous, et même la technique a montré que la notion de progrès, entre guillemets, ou de marche de l'histoire, a été largement entamée avec les catastrophes des guerres ou bien les catastrophes écologiques. Donc cet élément collectif, il dit quoi pour le citoyen? Il dit fraternité. Il dit je ne peux pas m'en tirer tout seul. Je suis un homme et donc si je suis un homme, je suis en interrelation. Et c'est même ça qui me fait homme. Et donc je ne peux vivre que collectivement. Prenez un enfant et mettez-le dans la jungle. Revenez 20 ans plus tard. Vous n'avez pas Mowgli en train de regarder bagarre. Vous avez un enfant loup. Ce qui veut bien dire, c'est que ma part d'humanité, ma part de mémoire, ma part de transmission, je ne suis construit que par les autres. Et c'est les autres qui ont fait de moi ce que je suis, tout en ayant l'impression, moi, que c'est moi qui me suis fait tout seul. Mais en réalité, ceux qui m'ont connu, ceux qui m'ont aimé, ceux qui m'ont appris, sont exactement des générations d'avant ou des générations contemporaines, sont ceux qui m'ont fait homme, et qui m'ont fait homme de ce siècle, de ce temps et de cet espace. Si donc ces deux valeurs s'affrontent, on peut se demander aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, quelles sont les limites de ces valeurs. Limites de l'autonomie, et retranscrit en médecine, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? L'autonomie a évidemment ses limites. Limite du nourrisson, limite de l'enfant, limite du grand vieillard, limite de celui qui n'a pas toutes ses facultés cognitives, limite du patient qui est dans le coma ou qui ne peut pas être interrogé. Qui parle à sa place? Peut-on parler à la place d'une personne? Alors bien sûr, vous avez vu que la loi fait la personne de confiance, celle qui parle au nom d'eux. Mais est-ce que je peux déléguer par anticipation ma volonté? Qu'est-ce que c'est que la volonté? La volonté,
c'est l'expression de ma liberté dans un temps donné. Je dis je veux, mais ma liberté, c'est de dire 3 heures après, je veux plus. C'est de dire demain, je reveux, si le terme était acceptable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Une démocratie, on ne pose pas la question à 18 ans à tout le monde, faites un bulletin de vote. Régulièrement, on demande aux gens s'ils ont changé d'avis. Et quelquefois, ils changent d'avis. C'est ça la liberté. Si je fige la volonté à un instant, je tue la liberté. Comment accepter dans la complexité cette ambivalence associée à cette fluctuation? Comment je suis l'autonomie d'une personne? Et vous savez qu'elle varie. Prenez des patients qui ont une cohorte de patients qui ont des cancers dont on peut prédire l'évolution, et on les interroge successivement aux États-Unis en leur demandant qu'est-ce que c'est qu'ils accepteraient ou qu'ils n'accepteraient pas à la fin de leur vie. Bien, la variation est très forte, et plus proche de la limite de la mort, moins, plus l'acceptabilité de la situation augmente. C'est-à-dire celui qui dit « moi, si je perds mes jambes et que je ne peux plus marcher, je préfère mourir », au moment où il perd ses jambes et il ne peut plus marcher, il a changé d'avis et il accepte encore de vivre dans les conditions dans lesquelles il est. Autonomie aussi comme espace de liberté et conflit avec la collectivité. Dehors sur le parvis, il y a une Rolls blanche. À l'intérieur de cette Rolls, il y a un monsieur très riche. Il vient vous aborder avec un accent étranger. Si vous étiez anti-bois, je vous dirais qu'il est russe, mais ici, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il peut être. Enfin, il est très riche. Et donc, puisqu'il est très riche, il est étranger. Et venant donc à vous, parce que vous êtes dans 20 ans ou dans 30 ans, il dit « je viens de pirater votre code génétique. Et je viens de constater que vous avez exactement le même code génétique que moi. Et donc, comme maintenant nous sommes dans 30 ans, dans la marchandisation la plus totale, eh bien, je vous propose de vous acheter votre rein. Vous en avez 2, vous le savez très bien. Et donc, je vous l'achète 1 million d'euros. L'euro est encore en cours. Vous voyez, il y a quand même un peu d'optimisme dans ce que je vous raconte. Et 1 million d'euros, vous rentrez chez vous, vous tapez sur l'ordinateur, et sur l'ordinateur, vous regardez néphrectomie. Bon, admettons que ça s'améliore encore un tout petit peu, mais enfin, c'est du 0,01% de mortalité. Vous regardez la longévité des néphrectomisés, et vous voyez qu'elle est supérieure à ceux des non néphrectomisés. Forcément, on néphrectomise pour donner des reins des gens qui sont plutôt sains, et donc c'est un biais statistique. Bon, peu importe, vous vous dites finalement, il y a petit risque, et 1 million d'euros. Il vous retéléphone le soir et il a changé d'avis, il vous propose 2 millions d'euros. Généralement, c'est à 2 millions d'euros que les visages commencent à s'assombrir ou à s'éclairer. Pourquoi vous ne pouvez pas? Ce rein est-il à vous? Oui. Ce rein fait-il partie de votre corps? Oui. Êtes-vous autonome et libre? Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas vendre le rein? Il n'appartient à personne. Et d'ailleurs, si on vous l'enlève, il n'a pas plus d'humain que le rognon sur l'étal du boucher. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas? Eh bien, justement parce que l'humain est justement cette connexion aux autres. Si j'altère la dignité qui est en moi, j'altère la dignité de tout le monde. Et donc, collectivement, je suis obligé de mettre une règle qui consiste à dire que ma dignité n'est pas marchandisable, parce que si elle est marchandisable, j'altère en moi l'humain qui nous rassemble et qui nous relie. Et donc finalement, vous voyez bien que cette autonomie a un certain nombre de limites qui sont des limites d'éthique. Quant à la vulnérabilité, je vous regarde, et vous nous regardez, on va faire un premier constat. Il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. D'accord, jusque-là. Ensuite, s'il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre, on va dire que vous êtes exceptionnel. Mais en même temps que ce caractère est exceptionnel,
je vais tenter quand même de vous dire que vous n'êtes pas parfait. Et nous non plus, lui surtout. Si on n'est pas parfait, ça veut dire que nous sommes différents parce qu'imparfaits. Alors on va faire un autre fantasme d'invulnérabilité. Je vais vous dire, on est toujours en 2050. Et là, je m'adresse aux dames, on vous propose l'enfant parfait. Vous allez pouvoir le faire parfait. Vous allez le coder, vous allez dire si vous le voulez grand, blond, les yeux bleus, etc., etc. Et ça, c'est mon épisode Brad Pitt, voilà, qui m'énerve parce que, bon, il énerve tous les hommes, c'est normal, il plaît à toutes les femmes. Ma fille le trouve magnifique, et donc, imaginons que toutes les jeunes femmes soient comme ma fille et qu'elles fassent des Brad Pitt, voilà. Et vous revenez dans cet amphithéâtre en 2055, 2060... En 2030, elles ont fait des Brad Pitt. Tous les types sont des Brad Pitt. Voilà. Et Grimaud et moi, on est exceptionnels à ce moment-là. Mais lui, il est exceptionnel sans ça. Cette plaisanterie pour vous dire combien la recherche de l'absence de vulnérabilité détruit l'humanité. Et que notre humanité est liée à cette vulnérabilité. Et que par conséquent, derrière la vulnérabilité, il y a justement la force, je dis bien, de l'humanité. Si on réfléchit donc sur ces deux valeurs, mon autonomie contingente, ma vulnérabilité inhérente à mon humanité, comment je peux essayer de concilier ces deux valeurs ? Je les concilie parce que moi, médecin, je ne vous le fais pas moi président, je dis moi médecin, ça veut dire moi soignant, moi tout le monde. Quand je trouve de la vulnérabilité, j'essaye de faire émerger de l'autonomie. Quand je vois un patient qui a un Alzheimer, je ne dis pas il est incapable, j'essaye de trouver chez lui cette part d'humanité et d'autonomie qui fait que peut-être il a envie de sortir et d'aller faire un tour. Et que s'il a envie de sortir et d'aller faire un tour, c'est encore une valeur d'autonomie que j'essaie de faire émerger. Je ne lui règle pas sa vie. Souvent, les médecins ont un peu l'impression que, puisqu'on sait, on va dire, et puisqu'on va dire, ils vont faire. Eh bien, même lorsque l'autonomie est très faible, il faut se poser la question, et lui, qu'est-ce qu'il voudrait? Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Je dirais même, et c'est un problème lorsqu'on arrête des traitements salvateurs, de se dire cet homme ou cette femme à qui j'arrête un traitement parce que je le juge disproportionné, inutile, parce qu'il maintient uniquement une vie artificielle, au moment où je l'arrête, et lui, qu'est-ce qu'il aurait dit? Bien sûr, je peux interroger la famille, les proches, bien sûr, je peux interroger la personne de confiance, bien sûr, je peux lire les directives anticipées, mais comment je peux savoir ce que lui, en cette circonstance, aurait souhaité? Je me souviens que collégialement, un jour, on a arrêté un traitement salvateur chez un homme qui était un dentiste, qui avait fait un Paris-Dakar, qui avait eu un accident de moto et qui était dans une situation très dégradée et végétative depuis plusieurs années. Et peut-être ça a joué, peut-être ça n'a pas joué, mais en tout cas, il avait écrit en partant « Pour moi, vivre, c'est bouger ». Et de voir cet homme totalement paralysé et en même temps totalement inconscient, sans relation à l'autre, maintenu artificiellement en vie, on pouvait se dire que même à distance du moment où il l'avait écrit, probablement il n'aurait pas souhaité se trouver dans la situation dans laquelle il était, et il était logique, dans sa vulnérabilité, de faire émerger cette autonomie pour permettre d'arrêter les traitements inutiles ou disproportionnés. Derrière la vulnérabilité, comment je fais faire pour déceler donc cette autonomie chez le malade qui a l'Alzheimer? Mais derrière l'autonomie, comment je vais traquer la vulnérabilité? Celui qui dit « votre traitement, j'en veux pas », celui qui dit « je veux mourir parce que je souffre trop », qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande
forte de volonté qui apparaît comme le mur qui m'empêche d'aller vers sa vulnérabilité. Comment je fais sauter ces verrous pour faire en sorte que je ne me contente pas de dire « il veut, donc je fais », ce qui est quelquefois une certaine facilité. Pour terminer, je voudrais, avant qu'on aborde tout à l'heure le problème de Prométhée, qui est très médical, très chirurgical, très réanimateur, je voudrais vous évoquer la figure d'Ulysse, qui est le contrepoint. D'abord, Ulysse, il me plaît parce que c'est pas Achille. Achille, c'est Brad Pitt, hein, vous vous rappelez, hein, bon. Et Achille, il est fort, mais il n'est pas très intelligent quand même, parce qu'il attaque périodiquement les murs de Troie sans pouvoir y arriver. C'est Ulysse qui, à un moment donné, dit « je vais faire un cheval, je vais mettre le truc, etc. » Et s'il n'y avait que des Achilles au pied de Troie, Troie ne serait jamais tombé. C'est Ulysse qui est l'intelligence. En même temps, Ulysse, quand vous lisez, il est très très vulnérable, il est très humain. Il est tricheur, il est menteur, il se déguise en mendiant, il se déguise en prince. C'est nous, c'est-à-dire de temps en temps il n'est pas trop mal, il frise le sublime, de temps en temps il n'est pas trop bien, et il flirte avec le sordide. Mais il y a deux moments où quand même il se révèle humain. Il y a un moment, le premier c'est celui que vous connaissez tous, c'est quand il passe au large des sirènes. Et que les chants des sirènes, il sait que le chant des sirènes va amener son bateau sur les rochers et le tuer avec tout son équipage. Alors il prend des boules de cire, il les met dans les oreilles de ses marins et lui-même se fait attacher au mât. Je me suis toujours posé la question à l'époque, pourquoi il se fait attacher au mât, il ne se met pas les boules lui aussi, quoi. Voilà. Alors on peut dire, ben, comme ça il peut communiquer, mais en fait c'est pas ça. Si vous analysez pourquoi il se fait attacher aux mains, c'est parce qu'il veut savoir. Le médecin veut savoir, le chercheur veut savoir, l'homme veut savoir. On ne peut pas arrêter la connaissance. On ne peut pas dire là j'y vais pas parce que c'est tabou. L'homme doit savoir. Et Ulysse, il veut savoir ce que c'est les sirènes. Mais en même temps, il veut avoir la capacité de leur résister. Et pour leur résister, il ne se confine pas dans l'impossibilité de comprendre. Il se fait attacher par des liens humains. Et il dit même à ses marins, « Et si je vous demande de me détacher, serrez plus fort encore les liens. » C'est bien ça, au fond, la problématique de la médecine. C'est de dire, je veux savoir, je veux aller au bout de la complexité de la compréhension. Mais en même temps, je sais qu'en dans mes mains, ma puissance prométhéenne doit être bridée, limitée. Un homme, ça s'empêche, disait Camus, à ce propos de ce texte. Il y a un autre endroit où l'autonomie et la vulnérabilité coïncident encore mieux. C'est lorsqu'il débarque sur l'île de Calypso. Calypso est une déesse, et donc elle est éternellement belle, éternellement jeune. Et elle tombe amoureuse, comme le faisaient les Grecs à l'époque, de Ulysse, qui est quand même, qui a une quarantaine bien sonnée, même peut-être presque cinquantenaire. Ça fait 20 ans qu'il tourne en Méditerranée en attendant de revenir à Ithaque, retrouver Pénélope qui, je vous le rappelle, a à peu près son âge. Et donc, il traîne un peu et il reste 7 ans avec Calypso. Et ces 7 ans de bonheur partagé aboutissent à un moment où Calypso, étant tellement constamment amoureuse de lui, ou plutôt amoureuse de lui de manière constante, lui propose, comme les dieux savaient le faire à cette époque, l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et Ulysse, à ce moment-là, alors qu'il est autonome, qu'il est saint d'esprit, s'écarte, il regarde, dit Homère, au-delà de la mer, la terre et les morts, et demande à couper des arbres pour partir. Le fait de lui donner l'immortalité le fait partir. Alors qu'il sait que Poséidon, dont il a tué le fils, qui était le Cyclope, vous suivez toute l'histoire, va se venger pour lui déclencher une tempête dès qu'il aura tourné le petit cap de Calypso. Pourquoi Ulysse
retourne vers les morts parce qu'il ne veut pas perdre la mémoire, dit Homère. Tiens, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que ma mémoire, c'est justement ce que je passe aux autres, c'est mon lien avec les autres, non pas dans l'espace, mais c'est mon lien dans le temps à l'autre. Si on n'avait pas de mémoire, on serait incapable de transmettre l'évolution des techniques, et donc on serait probablement toujours à l'âge de pierre, incapable de transmettre, incapable de se souvenir ce que l'on doit transmettre. Et en même temps, il ne veut pas être un dieu. Et au fond, il refuse l'immortalité parce que, Camus dit à ce sujet, nous avons, nous, oublié la fierté de nos limites et de notre fragilité. Eh bien, à la fois, il montre son autonomie en refusant d'être Dieu, et en même temps, il montre que son humanité est liée à sa vulnérabilité. Il veut être homme pour avoir un destin d'homme, pour retourner chez lui voir Pénélope et mourir à Ithaque. Eh bien, la leçon est très médicale, je crois, parce que tout à l'heure, on disait qu'il avait envie de connaître et qu'en même temps, il s'empêchait. Et puis là, on voit qu'il a ce désir d'immortalité que nous avons en nous, ce désir de reculer les limites du possible, mais en même temps, la sagesse et la modestie de penser que la vulnérabilité fait justement partie de cette humanité et que nier cette vulnérabilité, ou plutôt vouloir l'effacer à tout prix, aboutit à faire en sorte qu'on se déshumaniserait. Voilà les petits éléments que je voulais évoquer devant vous ce matin. En droit, ou plutôt en politique, Lacordaire dit entre le faible et le fort, entre le pauvre et le riche, c'est la règle, c'est la loi qui libère et c'est la liberté qui opprime. Méfions-nous de nos libertés, sachant que de poser nos limites, de nous poser nos limites, nous donne au contraire plus d'humanité, mais en même temps plus de force pour faire émerger ce couple indissociable qui est l'autonomie et la vulnérabilité humaine. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup Jean Leonetti pour cette conférence très brillante comme d'habitude. On a 5 minutes. Comme Jean ne va pas rester avec nous toute la journée, il est très occupé, vous le savez, je suggère qu'au cours de ces 5 minutes, s'il y a une ou deux questions qui émergent, on puisse les lui poser. Question. C'est la première question qui est dure. Voilà. Hélène Brock. Je voulais vous poser la question, plus politique finalement, pour peut-être vous intéresser. Vous faisiez justement une distinction entre le collectif et l'individualisme et la défense potentielle de liberté individuelle que vous opposez finalement à la défense du collectif. Or, il semblerait actuellement qu'il y ait une forme de paradoxe par rapport peut-être aux idées que l'on a du collectif constituerait peut-être plus à gauche et de l'individualisme constituerait plus à droite. Et il semblerait donc qu'il y ait une problématique aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport aux tensions que vous ressentez certainement ? Bon, il n'y a pas de joker, donc on va se la faire quand même, celle-là. C'est vrai, quelle est la philosophie ? Est-ce qu'il y a un jour, je faisais à Libération un débat avec Sicard. Sicard est plutôt catalogué à gauche, moi je suis plutôt catalogué à droite, donc on faisait un débat que Libération avait organisé qui s'appelait « Y a-t-il une bioéthique de droite ou une bioéthique de gauche ?» C'était une catastrophe parce qu'à la fin on disait ensemble, Sicard et moi, la même chose. Donc je crois qu'il y a une politique des certitudes et une politique des recherches. Il y a celui qui vous dit, en éthique, en politique,
en médecine, je sais, dans tous les cas, celui-là, vous l'éliminez. Voilà. Parce qu'un jour, bien, sa vulnérabilité est prise en défaut, et il se trompe. Celui qui dit je doute, celui-là, il est mort politiquement. Parce qu'on doit arriver, il doit dire j'affirme que, je sais que, voilà. Et donc on est dans un paradoxe d'une vie politique dans lequel la médiatisation a raccourci le temps, oblige à des simplifications extrêmes. Regardez le tweet, hein, je veux dire, vous n'avez pas le droit de faire une grande philosophie sur un tweet. Et pourtant, vous passez un message. Donc on est dans une société de l'immédiat qui nie le durable. Je ne fais pas de politique, je vais plutôt défendre le président de la République. Quand il dit dans 2 ans, en 2015, tout le monde dit non, 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 maintenant là, maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant? Quand un maire arrive et qui dit on va construire un collège, non, 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 mais mon fils là, qui est dans le collège maintenant. Donc il y a ce besoin d'immédiateté qui tue quand même le collectif. Parce que l'immédiat, c'est forcément pour moi, c'est pas global. Le global, ça ne se conçoit que dans le temps et dans l'espace. Donc, il y a ce premier élément. Le deuxième élément qui aggrave les choses, qui aggrave ce sentiment d'urgence. Le deuxième élément, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont besoin urgemment, en médecine ou en politique, d'aide. Hein. Le deuxième élément, c'est la médiatisation. La médiatisation est une lumière qui simplifie. C'est-à-dire, c'est comme le flash sur la figure. Vous n'avez plus de rides, mais vous n'avez plus d'expression. Donc, vous finissez par dire les choses en tellement peu de mots ou sur des questionnements qui sont tellement simplifiés que vous finissez par rien dire. Sur la fin de vie, par exemple, la question habituelle, c'est « Alors, vous pensez qu'un jour ou l'autre, on fera l'euthanasie ou pas ?» Voilà, donc... peut-être, si vous me permettez, c'est un peu plus complexe, etc. Non, 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 en 15 secondes, là. Alors, euthanasie ou pas euthanasie, voilà. Donc, vous voyez bien que là, la simplification apporte la réduction et que la réduction tue la complexité, la réalité, en fait. Et que la réponse est fausse, elle est forcément fausse, puisqu'on vous dit de choisir binairement sur une situation complexe. Donc, si vous mettez l'immédiateté, si vous mettez la médiatisation qui flash et qui en même temps est dans l'immédiat et dans le répétitif, si vous réfléchissez que ces deux éléments-là font « et pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte ?» bien, vous avez une simplification de la vie. Tout le monde l'a subi. Tout le monde subit cette situation-là. Le médecin, qui n'arrive pas quelquefois à projeter parce que le malade demande « et maintenant ?» et puis le citoyen, parce que là aussi, on est dans la même démarche. Après, y a-t-il une démarche qui est plus vers la fraternité et le progrès, et qui devrait être une démarche de gauche, et plus vers la liberté et la responsabilité, qui devrait être une démarche de droite? Mais pourquoi opposer? Autonomie et vulnérabilité, ça s'associe. L'idée, justement, c'est de concilier les valeurs, et pas de les opposer. Or, vous savez tous qu'on est dans un clivage qui fait que c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est la France qui est comme ça, où c'est tout rouge, ou c'est tout bleu, voilà. Enfin, ça peut être autre chose, mais en tout cas, ça veut dire que là aussi, il faut, dans quel camp vous situez-vous? Et donc, la démarche éthique, la démarche bioéthique, la démarche politique, c'est pas conciliable. Sauf que quand on rencontre des gens, ben, de temps en temps, hier on avait le débat sur l'embryon, chez nous il y avait des gens qui disaient il faut tout autoriser, et pourtant ils étaient catalogués à droite, et puis de l'autre côté il y a d'autres qui disaient il faut quand même être extrêmement prudent, parce qu'il ne faut pas chosifier l'humain, même au tout début de la vie quand c'est quelques cellules, parce que cette potentialité de l'humain, c'est encore quelque chose qu'il faut protéger et dans lequel il faut donner un statut protecteur. Donc je crois que, au fond, il n'y a pas, je ne devrais pas dire ça, mais enfin vous ne le répéterez pas, plus que le clivage droite-gauche, hein, il y a le clivage de celui qui est bourré de certitudes. Un jour il prend le mur, voilà, et le médecin c'est pareil, et puis celui qui a des convictions, ce qui ne veut pas dire des certitudes, et qui essaie de les appliquer à une situation donnée et dans des circonstances données. L'idée de la circonstance aussi est un problème.
pardon de déborder encore une fois sur le problème politique, c'est la question, mais si au début d'un mandat de maire, je fais une liste de 100 propositions très très précises, eh bien je vais me trouver dans des situations où 2 ans ou 3 ans après, la proposition numéro 24, elle a plus d'intérêt parce que les circonstances ont tellement changé que ça n'a plus d'intérêt de la faire. C'est pour ça que des engagements, à mon avis, sont plus importants que des promesses électorales, compte tenu de l'adaptabilité qu'il faut avoir dans un monde qui bouge et qui va très vite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais enfin, en tout cas, je m'en suis sorti, quoi. Voilà. Merci Dominique. Autre question? The last one. On est pile dans les horaires. Alors, on a droit à une question encore. Allez, une petite. Sadek. Sadek va me poser une question, ou plutôt va faire une affirmation. Ah non, trop tard. Trop tard, c'est une dame. Mais oui. C'était pas une question. Non. Vous vouliez aller faire pipi, c'est ça? Sadek. Sadek. J'ai tout appris, ou presque tout de lui. Donc, moi, je suis comme M. Grimaud, je suis un affreux cardiologue réanimateur qui cherche à sauver les vies avec des techniques et qui s'était peu penché avant sur les problèmes de vulnérabilité, de fin de vie, et les débats éthiques. Je pensais que c'était un truc de philosophe, voilà. Et en réalité, c'est l'éthique, la caractéristique qu'il y a vis-à-vis de la philosophie éthérée, c'est que c'est un pragmatisme. Voilà. On est obligé de décider. On ne sait pas tout et on est obligé de décider. Et c'est ça qui est la beauté de la vie, en fait. C'est qu'à un moment donné, on prend le pari de dire « je pense qu'il faut l'opérer ». On prend le pari de dire « je pense qu'il faut investir dans tel domaine ». Et ça, c'est justement le beau risque de la vie que m'a appris Sadek. Merci beaucoup pour cette superbe conférence. Une question sur l'embryon, mais le point de départ sur la fin de vie. La loi Leonetti sur la fin de vie, elle est très belle. Elle a été votée en première lecture à l'unanimité à l'Assemblée nationale, retrouvant l'unanimité du côté d'éthique en 2000 sur la fin de vie, parce que vous avez su faire une conciliation heureuse, harmonieuse, entre ceux qui au départ étaient plutôt pour l'euthanasie et ceux qui étaient au départ plutôt contre l'euthanasie, vers une sorte d'engagement solidaire et pour respecter la volonté du patient. Donc vous êtes un homme qui sait allier, qui sait allier l'intelligence et le compromis pour aller vers... Bien fait de lui donner la parole quand même. La question c'est sur l'embryon. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes si on compare la logique sur l'embryon en entier ou la cellule souche issue de l'embryon pour essayer de résoudre entre interdiction et autorisation? L'embryon, qu'est-ce que c'est? Hier, on a entendu quelqu'un qui a dit « il a tort ». Après tout, c'est un petit amas de cellules qu'on a mis dans un congélateur, on le jette quand c'est périmé. Vous voyez, juste à côté de la pizza ou du truc. Mais nous sommes des hommes, donc on projette. On se dit, mais bien sûr que ce n'est pas une personne humaine, et bien sûr que la loi ne dit pas qu'il y a l'âme qui pénètre à l'intérieur. D'ailleurs, il y a des divergences dans les religions pour savoir à quel moment l'âme pénètre l'embryon, etc. Rentrons pas dans ce débat, ou plutôt imaginons, chaque fois qu'on raisonne en bioéthique, que le ciel est vide et que nous sommes seuls responsables du bien, du mal, et de l'interdit et du permis. Si on dit ça, on me dit quand même que si cet amas de cellules, je le laisse se développer, s'il s'implante dans l'utérus, à terme, quand même, c'est le miracle de l'humain, c'est le miracle de la vie, plus que de l'humain encore. Donc je ne peux pas le considérer comme un matériau. Mais finalement, il y a un autre problème, qui est un problème majeur en éthique, qui est l'intentionnalité. Majeur en éthique, majeur en pénal. Quand votre enfant casse un vase, c'est pas pareil s'il a fait exprès ou s'il n'a pas fait exprès. Quand il y a un homicide, c'est pas pareil s'il est volontaire ou s'il est involontaire. Et donc, cet embryon, c'est pas pareil si, effectivement, on va au bout de la démarche et qu'il y a un projet parental, donc c'est un embryon en devenir d'homme, ou si
il est, le terme est affreux, mais surnuméraire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet parental. L'intérêt de faire cette distinction, c'est que, vous le savez, quand il n'y a pas de projet parental, au bout de 5 ans, il est détruit. Et quand il n'y a pas de projet parental, on donne l'opportunité aux parents, dont on considère que, bien que ce soit un devenir d'homme, c'est quand même quelque chose qui leur appartient, s'ils veulent le donner, s'ils veulent le détruire, ou s'ils veulent en faire un objet de recherche. Donc, dans cette situation, il y a un vrai problème pour des parents potentiels, puisque ce n'est pas des parents potentiels, à qui on dit, vous voulez qu'on le détruise, vous voulez qu'on l'implante dans l'utérus d'une femme extérieure, ça les angoisse, les gens. Là, ils se disent, mais cet enfant qui va naître dans un autre couple ou d'une autre femme, c'est quand même un enfant qui est fait avec mes gamètes à moi, et donc peut-être qu'un jour je vais le voir et le rencontrer. Et ils imaginent aussi que la recherche, c'est une sorte de torture, alors que c'est un prélèvement cellulaire qui aboutit bien sûr à la mort de l'embryon. Et puis donc finalement, la plupart ils disent rien, et au bout de 5 ans, l'embryon est détruit. Est-ce que c'est une transgression ? C'est une transgression, en tout cas c'est une différence d'intentionnalité qui amène une transgression. Si je dis on fait un embryon puis on va le détruire, c'est une transgression. Si je dis on fait un embryon pour faire un enfant et puis maintenant on ne fait plus l'enfant donc on va le détruire, ça ressemble moins à une transgression. Est-ce que je peux, avant la transgression de la destruction, prélever une cellule ? Oui, sous certaines conditions. Si je prélève une cellule mais que c'est pour tester le dernier cosmétique à la mode, non. Parce que c'est de l'humain sur lequel je travaille. Et donc je dois avoir le respect de l'humain, même si ce n'est pas du respect de la personne humaine. Et donc vous voyez qu'on rentre dans la complexité. Et moi j'avais trouvé un peu logique de dire l'embryon destiné à naître, l'embryon qui n'est pas destiné à naître. L'embryon qui est destiné à naître, on ne fait pas des essais d'hommes. On ne va pas s'amuser à dire on va faire Brad Pitt ou quoi que ce soit. Donc on ne touche pas à ça. Parce que ça c'est notre identité, vulnérabilité, c'est les lois, c'est le déterminisme mêlé avec le hasard des rencontres humaines et des rencontres génétiques. Par contre, quand je détruis, est-ce une violation forte de la dignité de la personne que de retirer une cellule avant et en faisant en sorte ce retrait de cellule amène la mort. Donc je crois qu'il y a un débat aujourd'hui qui est... Lorsqu'on a fait les lois, on a dit interdiction de principe, parce qu'un embryon, c'est destiné à naître. Autorisation par dérogation, et autorisation par dérogation dans un but médical, à condition qu'on n'ait pas d'autres matériaux à utiliser. On ne va pas utiliser les embryons humains parce qu'on n'a pas de cellules de lapin à sa disposition. Donc, moi, il me semble que cette distinction, elle a un avantage, elle est compréhensible par tout le monde. Quand on discute de bioéthique et que plus personne comprend, qu'il n'y a plus que les experts et quelques politiques, ça pose un problème parce que c'est des sujets qui nous concernent tous. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait les états généraux de la bioéthique et qu'on avait pris des panels citoyens, des gens tirés au sort. Et ces gens tirés au sort étaient plombiers, étaient infirmiers, mais il était employé de bureau. On les a réunis pendant 2 jours, enfin 2 week-ends, et on leur a expliqué, par exemple, qu'est-ce que c'était que l'embryon, qu'est-ce que c'était que la greffe, etc. Et au bout, on les a réunis en week-end en leur disant « Et quel est votre avis, vous, là-dessus ?» Eh bien, l'avis des citoyens, c'était de dire « Ah, l'embryon, c'est quand même quelque chose en devenir, donc il ne faut pas trop le considérer comme une chose. » Mais en même temps, il y a une grosse différence entre l'embryon destiné à naître, je ne touche pas là. Parce que là, je suis dans un processus qui aboutit à l'humain, qui aboutit à un homme, et donc, c'est pas possible d'interférer. Je ressemble un peu au docteur Frankenstein quand je fais ça. Mais par contre, avant de détruire, et sous certaines conditions, je peux prélever pour faire une recherche et mieux comprendre comment la fécondation se fait, comment les pathologies se mettent en place, et peut-être demain, comment certains médicaments peuvent être testés. Je trouve que ce n'était pas idiot.
Et finalement, on ne l'a pas fait parce que c'est difficile aussi en éthique de faire varier un statut d'embryon en fonction d'une intentionnalité variable, puisqu'au départ, ils sont tous destinés à naître, et puis ensuite, il y en a qui sont plus destinés à naître, et uniquement de la volonté extérieure des parents de décider que l'on va à un coin ou à un autre. Mais je pense maintenant qu'on aurait dû écrire ça, voilà, et qu'on ne l'a pas écrit. Donc voilà, mais on s'est trompé, enfin on s'est trompé. On s'est peut-être pas trompé, il y en a qui trouvent qu'il est très bien le texte comme il est, il y en a aujourd'hui qui veulent le changer pour en faire un autre, mais celui-là il me paraît intéressant parce qu'il est compréhensible par tout le monde et qu'en même temps il préserve d'un côté l'interdiction totale de l'enfant à naître, on ne fait pas d'essai d'homme, et l'autorisation encadrée sur l'embryon destiné à être détruit. Ça se fera pas, voilà. Je ne crois pas, parce que les deux blocs des deux côtés sont plus puissants. Là, dans le contexte actuel, il dit que la loi a été votée à l'unanimité, mais vous savez, dans la vie politique, il y a deux moments où les armes fourbissent et les boucliers tapent sur les boucliers. C'est juste après une élection et c'est juste avant une élection. Après, au milieu, il y a une période à peu près calme dans laquelle peut essayer. Moi, j'ai fait la loi dans une période qui était la période calme, donc où la gauche et la droite étaient capables de faire une loi ensemble. Voilà. Là, on n'a pas encore fini le deuil des perdants et l'arrogance des gagnants, et on n'est pas encore dans le combat futur. Donc, il faut sortir un peu de cet épisode. Que les uns sortent de leur certitude et que les autres sortent de leur amertume. Voilà. Merci à tous encore.